Salut à tous, on continue à débattre autour de cette question. Et c'est même pas une question d'ailleurs, c'est-à-dire c'est intéressant, on va commencer avec ça. Autour de la digitalisation et le DRH, chef d'orchestre de la digitalisation. Fabienne Aratal, la patronne de LinkedIn en France. Bonjour Fabienne. Bonjour Stéphane. Le réseau social de l'ensemble de ceux qui nous regardent aujourd'hui. On n'a absolument aucun doute là-dessus. La place prise par LinkedIn est aujourd'hui quasi inexpugnable. Et d'ailleurs, elle est inexpugnable. C'est-à-dire, un réseau social installé comme LinkedIn, il est installé pour des années et des années, où vous avez quelque part l'idée qu'il faut rester en éveil et qu'on peut tout à fait se faire à un moment déborder. Nous sommes depuis le tout début concentrés sur notre vision originelle, ce qui fait l'ADN de LinkedIn et ce qui a fondé notre succès. Mais nous avons effectivement l'humilité et l'attention aux détails qui fait que nous sommes effectivement toujours en veille et en constante innovation pour accompagner les professionnels dans leur développement. Mais juste encore un mot là-dessus, parce que je pense que ça intéresse tout le monde. La vision originelle, c'est du recrutement. La vision originelle, c'est d'offrir une opportunité économique à chaque membre de la population active mondiale. Or, c'est devenu un réseau social qui parle d'entreprise. Alors, c'est devenu... quasi militant d'ailleurs par certains côtés. Ça a toujours été en fait porté par 3 ingrédients qui sont effectivement la recherche d'emploi, la connexion aux autres et à l'ensemble des professionnels et le partage de contenu et de savoir. Et dans un environnement où les entreprises cherchent à construire une culture de l'apprenance, c'est particulièrement important. Très intéressant. Olga Randa-Blanche, bonjour Olga. Bonjour Stéphane. Et alors, et toi aussi c'est très intéressant parce que au cœur alors d'une entreprise pluridécennale, je ne sais même pas si ça se dit, enfin bref, assez ancienne, voilà, Accor. Mais c'est Accor Invest, donc c'est finalement une nouvelle entreprise au cœur de cette entreprise, c'est comme ça que tu l'as définie Absolument, oui, c'est un groupe indépendant, bien sûr, issu d'Accor, donc il y a toute une histoire avec Accor et c'est une grande chance parce que Accor, tout le monde connaît avec une forte tradition et de fort savoir-faire également. Mais Accor Invest s'est émancipé, c'est un groupe maintenant, on va dire, à côté, qui gère à la fois les hôtels mais aussi les assets, donc les hôtels propriétaires de l'hôtellerie. Et donc, oui, c'est un nouvel ADN. Nouvel ADN, nouvelle entreprise qui a décidé de mettre le DRH au COMEX. Oui. Et toi, tu es venu pour ça? Alors, pour le COMEX, je suis venue pour le challenge. Il y a de magnifiques challenges. Mais s'il n'y avait pas eu le COMEX, tu serais venu? Je pense que oui. Pour y rentrer un jour, quoi. Voilà. Non, mais ce qui nous rapproche de cette digitalisation, c'est-à-dire, il faut... la conviction, on va dire, des dirigeants de cette nouvelle entreprise, c'est que justement, c'est par la RH qu'on va réussir à transformer et à créer de nouveaux métiers. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, je pense que Gilles Clavier, qui est le CEO d'Accor Invest, a éminemment compris que la boîte ne pouvait vraiment grandir, se développer et rester leader sur son marché qu'avec aussi une fonction humaine très forte, une dimension humaine très forte dans le groupe, dans tous les pays. C'est ce qui l'impulse et je l'en remercie parce qu'avec mon arrivée, bien évidemment, moi, j'arrive pas, il n'y avait rien. Enfin, il y avait plein de choses avant. Il y avait aussi une histoire avec des DRH et des personnes qui ont porté la fonction, avec des équipes très compétentes qui ont fait beaucoup de choses avec ce qui s'est passé il y a 2 ans. Je pense qu'on peut les féliciter de tout ce qui s'est passé, comme ils ont porté le groupe. Mais c'est vrai qu'on progresse et aujourd'hui, on est vraiment à l'heure plutôt de la reconstruction. Donc, on sort de la crise petit à petit. Même si ça reste fragile, on est très content de voir l'activité reprendre, les hôtels se remplir. Donc, j'espère que ça va continuer. Mais voilà, la Olga, dimension humaine est vraiment au cœur. Pour rentrer dans notre sujet, tu as eu une phrase que j'ai trouvée formidable, qu'on a citée tout à l'heure. Tu dis, en fait, il faut absolument qu'on sorte d'une logique dans laquelle on nous enferme trop souvent, qui est celle du service du personnel. Ah oui. Qu'est-ce que tu mets derrière cette idée de service du personnel ? Quelque chose d'obsolète. C'est vraiment pour moi une DRH qui doit vraiment prendre toute sa mesure parce qu'on est vraiment éminemment aussi un acteur très fort de la stratégie et de la réussite. Quand on parle d'une entreprise, et alors là, pour le coup, avec une entreprise de service, c'est vraiment des hommes, des femmes au service d'hommes et de femmes. Donc on est vraiment au cœur de l'humain dans notre tempo de boîte. Et donc la fonction de ressources humaines doit vraiment avoir cette audace et être fière de ce qu'elle peut porter.
Et notamment, on verra avec le digital, plus on parle de digital et d'outils, plus on parle d'humain. C'est encore, voilà, on fait plus de digital et plus d'humain. Mais elle doit sortir de ce droit régalien, de cette fonction ancestrale de chef de personnel, très administrative, très réactive, au service de... Non, elle a quand même des choses à dire, à porter. Donc une vision 360 sur l'organisation. Complètement. Et parce que tu dis aussi parfois, et certains d'entre ceux qui nous regardent des RH peuvent en être très fiers, enfin RH peuvent en être très fiers, on nous enferme dans une fonction expert, une sorte de demande d'expertise sur des sujets très ponctuels et très précis. Et toi, ta conviction, c'est qu'il faut en sortir. Alors, il faut rester. Alors, il faut en sortir. Il faut faire. Il faut jouer toute la partition du piano. Il faut rester expert, évidemment. Ouais. Bah, il faut quand même s'assurer que les basiques soient là. Enfin, ils sont là. On est quand même sur du régalien, c'est-à-dire on fait des choses aussi éminemment sérieuses. On gère des partenaires sociaux. On s'assure effectivement, on est garant du droit et du respect de règles d'éthique et réglementaires dans l'entreprise. Donc, on a quand même éminemment tous ces basiques en place qu'il faut respecter et consolider. Nous sommes garants de tout ça. En revanche, bien évidemment, notre rôle est auprès des directions, de la direction, pour mettre l'humain au centre de toutes les décisions stratégiques. Donc, il y a une place ici éminemment stratégique. Et il faut la prendre. Il ne faut pas avoir peur de la prendre. Fabienne, je crois que c'est très important pour toi, là, ce que nous dit Olga. Absolument. Et c'est ce qu'on constate. C'est une tendance de fond qui préexistait anté-Covid, que la pandémie a révélé. La pandémie a révélé le rôle éminemment stratégique des DRH et cette fonction sociale au sens connexion du terme, au sens relationnel du terme, qui a été le facteur majeur pour un certain nombre d'entreprises pour passer la vague de la pandémie et pour les collaborateurs également. Si les DRH n'avaient pas été en capacité de construire dans certains cas de figure ou d'amplifier ce lien entre le collaborateur, le manager, l'ensemble des équipes et faire ce lien sur l'ensemble de l'organisation, je crois que beaucoup d'entreprises n'auraient pas traversé cette crise dans les conditions dans lesquelles elles l'ont traversée. Est-ce que ça leur a permis de lever un certain nombre des appréhensions qu'ils peuvent avoir justement sur la digitalisation? Parce que, on comprend tout le sujet chef d'orchestre, après il y a la digitalisation. Et on sent parfois, mais on en discutait ensemble, des DRH qui pensent avoir des problèmes de légitimité et une forme d'appréhension vis-à-vis de tout ce qui pourrait être technologie. Comment est-ce qu'il faut gérer ça et comment est-ce que tu regardes ce sujet, Fabienne? Alors, je crois que la fonction RH, comme d'autres fonctions de l'entreprise, n'ont pas eu le choix pendant la pandémie que d'accélérer la digitalisation de la fonction. Je crois qu'il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'en France en particulier, chaque année de pandémie nous a fait gagner 6 ans d'accélération sur la digitalisation de la fonction et des processus. Donc ça, c'est un premier sujet. En revanche, je ne suis pas certaine qu'il y avait une appréhension des fonctions RH. En revanche, il y avait peut-être un regard porté de l'extérieur sur leur capacité à digitaliser leurs fonctions. Ce qui n'est pas tout à fait le cas selon les processus auxquels qu'on analyse. Si je prends par exemple le SIRH, historiquement le SIRH a été profondément digitalisé. Si je prends un processus que nous maîtrisons bien chez LinkedIn et pour lequel nous accompagnons la plupart des entreprises, 850 000 entreprises sont représentées en France sur la plateforme. Donc voilà, je reviens sur le rôle, la puissance de LinkedIn. De LinkedIn. En tout cas, notre faculté à être un observateur et donc là, tu parles du talent management et du recrutement. De tout ce qui est attractivité des talents, ciblage des talents et digitalisation du parcours de recrutement et du parcours de candidat, qui depuis de nombreuses années s'est pensé comme un parcours client. Et ça a été une digitalisation profonde de la fonction RH. Et troisième point, tu avais pas j'avais deux points. T'avais que 2 points. Mais Fabienne, tu m'as dit quelque chose d'important quand on préparait ce plan. C'est pas un sujet technique en fait, la digitalisation.
Non, je pense que c'est pas... Ça, c'est une conviction très forte. Absolument. Et c'est une conviction qu'on a forgée aux côtés des DRH et des équipes de recrutement que nous accompagnons ou des équipes de formation également que nous accompagnons. C'est qu'il n'est pas nécessaire pour la fonction RH d'être des praticiens de la technologie. De la même manière, et c'est l'exemple qu'on prenait ensemble, aujourd'hui, il y a deux natures de grandes compétences qui sont très fortement demandées par l'ensemble des entreprises. Je vais prendre ces deux exemples, les compétences crypto, NFT ou les compétences sur les métiers green et de la transition écologique. Est-ce que demain, on va demander aux experts RH d'être des praticiens de la crypto ou d'être des experts de la transition écologique ? Non. En revanche, ce que les fonctions business vont attendre d'eux, c'est une capacité à aller identifier ces talents, à comprendre ce qui va les motiver à rejoindre l'entreprise et à comprendre ce qui va les motiver à rester dans l'entreprise. Voilà ce qui est attendu de la fonction RH. Olga ? Tout à fait d'accord. Et pour compléter ce que Fabienne dit, on est vraiment là au cœur avec le digital d'un bouleversement culturel. J'ai envie de dire, il est d'abord culturel, mais aussi avec l'évolution des métiers. Quand on sait que 40% des métiers de demain n'existent pas encore, ne sont pas présents dans les entreprises. Y compris dans ton secteur ? Tout globalement compris. Enfin, je veux dire, le digital va amener effectivement un bouleversement des métiers, de l'organisation bien sûr, mais aussi des compétences. Donc il va falloir accompagner les personnes pour pas qu'il y ait cette peur et cette crainte aussi en interne qu'on peut voir aussi ça et là au fil des discussions avec les collaborateurs, de dire bah voilà, il y a cette cruauté de l'obsolescence. Est-ce que je suis encore utile demain ? Est-ce que je suis encore compétent demain ? Donc il faut les accompagner, il faut les faire progresser. Les RH là ont un rôle éminemment important pour comprendre ce que le business a besoin comme compétences demain pour réussir les challenges. Donc là, il faut vraiment les accompagner. Le digital amenant effectivement son lot de progression et de bouleversement, mais aussi, effectivement, il faut accompagner les collaborateurs pour qu'ils puissent progresser dans ces compétences. C'est pas évident. Fabienne, c'est cette notion de trusted advisor dont tu me parlais. Qu'est-ce que tu mets derrière ça ? Ce que je mets derrière ça, c'est ce que Olga évoquait précédemment, qui est la capacité de la fonction RH à aborder avec l'ensemble de ses partenaires, évidemment le comité exécutif, mais pas seulement, l'ensemble des fonctions commerciales, produits, engineering, qu'elle va accompagner dans son recrutement et dans le développement de ses talents et de ses compétences. Donc cette capacité à amener une conviction, à capter le pouls du marché des talents, à capter le pouls des collaborateurs dans l'entreprise, leurs attentes, les attentes des candidats, le besoin en compétences et à projeter également les besoins en compétences de l'entreprise de demain. Et cette faculté à faire le pont pour aller de A à B en termes de compétences et de ressources. C'est-à-dire qu'on va avoir le collaborateur en lui disant, même si peut-être lui n'en a pas conscience, tu vas avoir besoin de telle compétence Absolument. pour continuer à évoluer au rythme où tu dois évoluer. Alors, et c'est la RH qui va le faire. Oui, tout à fait. Donc, tu vas avoir besoin de telle nature de compétences. Ce que bien souvent aussi, déjà dans un premier temps, la fonction qui recrute ou qui développe ses talents va attendre, c'est déjà avoir une cartographie précise de où en sont mes collaborateurs aujourd'hui, où en sont-ils en termes de compétences, où en sont-ils en termes d'engagement et de motivation. Et on parlait tout à l'heure de l'accompagnement de la transformation. Où en sont mes managers dans leur capacité à gérer la flexibilité, dans la capacité à gérer ces nouveaux modes de travail, dans la capacité à répondre aux enjeux des collaborateurs sur leurs attentes. Aujourd'hui, la pandémie, encore une fois, a accéléré deux choses. La manière dont on travaille et le pourquoi on travaille. Et ce qui est attendu aussi de la fonction RH, c'est cette faculté de conseil sur comment est-ce que l'entreprise y répond. Olga, oui. De quelles armes est-ce que tu disposes, toi, aujourd'hui, pour être chef d'orchestre de la digitalisation, justement ? De quelles armes est-ce que tu disposes et est-ce que tu as le sentiment qu'il te manque, peut-être, des briques aujourd'hui pour jouer pleinement ce rôle ? Non, je pense qu'on a tout à la maison. Hein. Donc on a effectivement, là, il faut juste un petit peu organiser les choses et nous faire confiance également. Ça, c'est important.
il faut qu'on se fasse confiance et se dire qu'il faut y aller de manière assez structurée, aussi convaincre. Et je pense qu'on a, chez Accor Invest, la chance d'avoir un ex-com qui est porteur de cette évolution, de la gestion de ces bouleversements, de ce parcours digital qui s'installe un peu partout, au niveau de nos hôtels, au niveau de nos sièges également. En tant que chef d'orchestre, comme un entrepreneur, en fait, le DRH, c'est un grand entrepreneur à l'intérieur, ou un chef d'orchestre, j'aime bien, parce qu'on est vraiment là sur des choses, sur des similitudes qui sont quand même très réalistes, très, très, très fortes. En plus d'aimer la musique, donc c'est quand même une réalité. C'est vrai qu'on tient comme d'une main gauche, on tient tout ce tempo, tout ce rythme, toute cette compétence, en fait, tout ce savoir et cette expertise des femmes et des hommes. Et puis, on a de la main droite aussi les émotions qu'il faut quand même écouter, parce qu'on sait très bien comment ça va partir au niveau de la symphonie, mais on ne sait pas comment, sur le chemin, ce qu'on va rencontrer. Et il faut vraiment faire rejaillir tous ces talents. Je pense qu'on a tout. Et il faut, nous, à RH, accompagner les collaborateurs et surtout s'assurer de la bonne qualité des managers. Moi, je pense que les leaders, c'est vraiment sont le maillon incontournable qui va faire en sorte que cette structure, évidemment, va bien tenir. Parce que c'est eux, finalement, qui gèrent les femmes et les hommes. Tout à fait. Merci, mesdames, et merci à vous beaucoup. de nous avoir suivis autour de ces questions passionnantes de digitalisation.